diplômée en anthropologie, psychologie et éthologie, le docteur Charlotte Duranton s'oriente désormais vers la recherche en littérature et termine le master de littérature d'enfance et de jeunesse de l'Université d'Artois. Donc, outre ses publications passées en éthologie, elle a récemment publié avec Laura Muller l'article La place du chien psychopompe dans la littérature de l'imaginaire, l'exemple d'Harry Potter, donc publié dans la revue Fantasy Art and Studies. Forte de son interdisciplinarité, elle a co-organisé le colloque Représentation animale dans les mondes imaginaires vers un effacement des frontières spécistes et s'intéresse particulièrement au rôle du chien psychopompe en fantasy dans la construction du rapport à la mort chez l'adulte et l'enfant, ainsi qu'à la lutte contre les stéréotypes genrés dans la littérature pour la jeunesse. Donc, je vous cède la parole, Charlotte. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je veux vraiment vous dire que je suis très honorée de participer à ce colloque qui est vraiment extrêmement intéressant depuis qu'il a commencé. Et c'est un véritable plaisir pour moi de partager toutes ces réflexions avec vous. Et donc, je vais vous parler de l'évolution de la représentation de la sexualité féminine dans les séries de fantasy pour adolescents. Donc, de manière générale, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les femmes, elles sont sous-représentées dans les séries télévisées. Et lorsqu'elles le sont, elles sont souvent présentées d'une façon très stéréotypée pour correspondre au modèle occidental, patriarcal, hétéronormé. Et ce qui est le plus frappant encore, c'est que, comme nous le dit Iris Bray, dans ces séries, la représentation de la sexualité féminine a pendant longtemps été quasiment inexistante. Heureusement, alors maintenant, les séries fictionnelles contemporaines commencent à être largement influencées par les théories féministes et queer. Et du coup, on voit de plus en plus de séries qui s'efforcent de représenter la femme comme une personne active dans sa quête d'identité et de sexualité. Et le genre de la fantasy apparaît alors comme tout à fait propice au discours autrefois tabou sur les représentations sexuelles de la femme. Pourquoi cela ? Alors déjà parce que, comme ça a été proposé par Pascal Laplante-Dubé dans son article de 2020 sur le pouvoir politique de la fantaisie, ce genre a un fort potentiel critique et politique, notamment queer et féministe, et il est très perméable aux discours sociétaux contemporains. Et également parce que la magie, qui a la part belle dans le genre de la fantaisie, et qui en est même d'ailleurs une des principales caractéristiques, permet de défier et de dépasser les normes genrées et la conception de l'identité fixe. Et donc, c'est le lieu vraiment idéal pour une contestation des codes génériques et hétéronormatifs. Donc, les séries télévisées de fantasy, qui se sont vraiment répandues de manière exponentielle depuis la deuxième moitié du XXe siècle, elles apparaissent comme un médium idéal pour parler de sexualité féminine, et d'autant plus qu'on sait qu'elles touchent vraiment de plus en plus les adolescents. Et le public adolescent, c'est un public qui devient de nos jours vraiment acteur à part entière des discours féministes, queer et aussi sur la libération sexuelle. Donc du coup, dans ces séries, on voit énormément, de plus en plus d'héroïnes principales qui sont des héroïnes féminines, donc adolescentes, qui sont entourées de leurs amis. Et ensemble, ces héroïnes doivent évoluer donc à la fois au contact du merveilleux et elles doivent aussi organiser leur vie quotidienne d'adolescente. Elles doivent en gros lutter contre les forces du mal et construire leur identité. Et ça, c'est vraiment une tâche très difficile, mais qui représente tout à fait les tourments de l'adolescence. L'adolescence qui est donc une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte et qui est entre autres marquée vraiment par cet accès à la vie sexuelle qui nous intéresse ici. Et du coup, ces séries, parce qu'elles touchent ce public adolescent, participent pleinement de la construction identitaire de ces adolescents grâce à tous les processus d'identification qu'ils peuvent faire avec les personnages principaux. Et nous, on va s'intéresser à encore une sous-catégorie encore un peu plus précise, c'est celle de ces séries qui se centrent autour de figures de sorcières, parce que la sexualité est vraiment une part majeure de tous les traits, des traits associés aux sorcières dans ce type de saga. Du coup, nous allons voir comment, grâce à l'empowerment ou l'empouvoirment, comme j'ai vu en français et que je trouve une très très belle expression, de la figure de la sorcière, la construction d'une identité sexuelle féminine va être revalorisée
dans ces séries de fantasy pour adolescents. Et pour cela, vraiment, on va s'intéresser surtout à la série récente de Netflix, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, qui propose une représentation des sexualités, on va le voir, presque sans tabou, mais pas tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la sorcière adolescente, c'est une figure récente. Sabrina, c'est la pionnière et donc elle a été tout d'abord présentée dans la série de comics Archie Madhouse en 1962. Et c'est ensuite qu'elle a été portée à l'écran dans la première série, donc la série de sitcom, Sabrina l'apprentie sorcière, dont Marion a parlé tout à l'heure. Du coup, Sabrina, c'est un personnage de sorcière qui transgresse les règles érigées par les adultes. Elle se rebelle contre les traditions de sa vie quotidienne. Donc, elle représente clairement la recherche d'autonomie et d'émancipation de ceux de son âge et elle utilise la magie à cet escient. Maryse Sullivan nous dit d'ailleurs à son propos que Sabrina est donc jeune, à la mode, rebelle et cool. Elle réoriente la figure de la sorcière de manière à ce qu'elle ne soit plus ni horrible ni répugnante, sans pour autant être inoffensive et complaisante. Et effectivement, ça, c'est un état d'esprit qu'on retrouve totalement dans les nouvelles aventures de Sabrina, qui a su garder l'essence du personnage de base. D'ailleurs, on le voit sur les illustrations que je vous ai mises. Donc, il y a le serre-tête comme ça qui permet vraiment de reconnaître visuellement le personnage. Mais le reboot a quand même su clairement dépasser un des manques, si on peut dire, de la première série, qui était que la question de la sexualité n'était vraiment pas abordée directement dans ce sitcom. Netflix présente un univers beaucoup moins manichéen, qui représente beaucoup mieux les hésitations et les peurs adolescentes et propose un personnage de Sabrina plus sombre et plus complexe et qui inscrit clairement sa série, nous allons le voir, dans une lutte contre le patriarcat. Donc c'est vrai que dans ce reboot des nouvelles aventures de Sabrina, la représentation de la sexualité, c'est donc une innovation par rapport à la première, au sitcom dont j'ai parlé, mais surtout, c'est quelque chose de central. Ça a une importance centrale dans la série, car ça permet de critiquer l'objectivation de la femme à l'écran, et aussi ça encourage l'épanouissement sexuel des femmes comme contrôle sur leur corps et du coup, par extension, sur leur personne entière. Donc, dans les nouvelles aventures de Sabrina, les sorcières doivent, au début de la série en tout cas, elles doivent faire allégeance au Seigneur obscur et lui, il inhibe leur sexualité pour les dominer. Par exemple, on apprend que la virginité des sorcières adolescentes doit être préservée pour le Seigneur obscur et elle doit également être préservée pour le jour de leur mariage. Mais dès le premier épisode, on comprend que Sabrina, elle refuse presque totalement que le Seigneur obscur et son représentant sur Terre, qui est le père Blackwood, décident pour elle. Donc vraiment, on va voir qu'on comprend dès l'arrivée dans la série ce rejet des valeurs patriarcales. Par exemple, dans l'épisode numéro 1, il y a une discussion entre Sabrina et sa tante Zelda. Donc, je vous ai mis le texte anglais dans le PowerPoint, mais moi, je vais vous le dire en français. Sabrina qui s'interroge du coup sur ces règles de sa société. Et elle dit, pourtant, maintenant que tu en parles, je dois l'admettre, je ne suis pas certaine de vouloir me préserver pour le Seigneur obscur. Pourquoi décide-t-il de ce que je peux faire ou ne pas faire? Et sa tante Zelda qui répond très simplement, ça ne laisse même pas la place à la discussion, car c'est la loi des sorcières. Et cette rébellion contre le patriarcat et contre la masculinité toxique, on la voit également très clairement dans l'épisode numéro 2, donc juste après, lors d'une discussion cette fois-ci entre Sabrina et Lilith. Donc Sabrina qui lui dit, mais je veux les deux, je veux la liberté et le pouvoir. Lilith lui répond, il ne t'accordera jamais cela. Pour le Seigneur obscur, la pensée que toi ou n'importe laquelle d'entre nous ait les deux est terrifiante. Mais pourquoi? Lui dit Sabrina. Et Lilith répond, il est un homme, n'est-ce pas? Donc voilà, ces épisodes présentent clairement, dès qu'on découvre la série, que Sabrina va remettre en question la société à laquelle elle appartient, que ce soit donc dans le monde des sorcières, mais on le découvre aussi qu'elle le fait dans le monde des humains. Dans son lycée, elle crée un groupe qui s'appelle WICA. C'est un acronyme pour Women's Intersectional Cultural and Creative Association. Et bien sûr, l'onomastique de son groupe fait clairement référence à une forme de sorcellerie. Et donc, ce groupe a pour but d'offrir un espace sécurisé à toutes les jeunes adolescentes qui évoluent, même dans le monde des humains, du coup, dans une société patriarcale qui ne respecte pas leur intégrité.
Du coup, voilà, on a bien cette lutte dans les deux univers de la sorcière. Et Caitlin Gael-Rix le résume très simplement dans son travail de thèse de manière extrêmement efficace. Sabrina lutte contre le contrôle patriarcal dans tous les aspects de sa vie. Alors là, on a beaucoup parlé de tout ce qui est lutte contre le patriarcat, mais il ne faut pas oublier que si le féminisme et la libération sexuelle sont deux causes qui sont très liées, elles sont cependant bien distinctes. Et c'est là un petit peu la nouveauté du reboot de la série, enfin des nouvelles aventures de Sabrina. C'est qu'à la sorcière adolescente qui va quand même donc essayer de lutter contre sa société patriarcale, on va un peu plus loin en alliant la figure d'une sorcière porteuse d'un discours occulto-érotique, c'est-à-dire qu'elle va exprimer une sexualité affirmée et une libération des mœurs. Donc c'est vraiment la double combinaison entre ces deux figures de sorcières qui nous intéresse ici. Dans la série, on a clairement cette question, on peut se poser clairement cette question, c'est pourquoi est-ce que les autorités masculines cherchent à contrôler la sexualité des sorcières en devenir? Donc ça, c'est clairement une allégorie, bien sûr, de notre société. Et la réponse est très simple. Dans la série, comme dans beaucoup de séries de ce type, les sorcières adolescentes, elles découvrent leur pouvoir comme elles vont découvrir leur sexualité. Devenir une sorcière à part entière, ça implique d'apprivoiser des sensations corporelles nouvelles, des possibilités qui étaient jusqu'alors totalement inconnues, donc qui font parfois peur, qui ne sont pas toujours acceptées par les héroïnes. Et du coup, ça montre vraiment un parallèle entre la découverte des pouvoirs de la sorcière et la construction de l'identité sexuelle adolescente, qui fait peur aussi, en général. On retrouve ce lien dans les personnages des trois sœurs étranges. Je ne vais pas beaucoup parler d'elles parce que je vais plutôt me centrer sur Sabrina et ses amis, mais quand même, il faut les mentionner. Donc, les trois sœurs étranges, c'est Agatha, Prudence et Dorcas. Ce sont des sorcières très aguerries et qui sont donc représentées très émancipées sexuellement. Elles ont régulièrement dans la série des relations bisexuelles, polygames, totalement assumées et absolument pas taboues. Mais on va en reparler quand même, vous verrez un peu tout à l'heure. Et du coup, cette importance de la sexualité dans le développement des pouvoirs de la sorcière ressort particulièrement dans un épisode de la série, c'est l'épisode numéro 14, qui est dédié aux fêtes des Lupercales. Donc les Lupercales, c'est, on pourrait dire, une sorte de Saint-Valentin plus assumé, dans laquelle les sorciers vont devoir faire un rituel en plusieurs phases pour consolider leur pouvoir. Et en fait, dans ce rituel, la dernière phase, elle s'appelle la chasse et elle correspond à une sorte de course dans les bois et ensuite qui termine sur un acte sexuel, voire on peut le lire parfois dans certains articles, une débauche sexuelle, même si ce terme est un peu négatif. Et du coup, à la base, cette fête est construite sur le principe du volontariat. Les sorciers ne sont pas obligés d'y participer. Seulement, leurs pouvoirs ne vont pas progresser et ils ne vont jamais devenir un sorcier ou une sorcière à part entière s'ils n'y participent pas. Du coup, Sabrina, qui est très hésitante, finit par décider quand même d'y participer et elle se dit, voilà, je vais y participer avec mon petit copain à ce moment-là de la série qui s'appelle Nick. Et du coup, c'est avec lui que je vais faire cette partie de la chasse et donc avec lui que je vais avoir mon premier rapport sexuel. Et suite à cette décision, elle a une discussion avec ses tantes qui est très, très drôle à regarder parce que ça fait vraiment penser aux discussions qu'on a, que les ados ont avec leurs parents, d'accord, un petit peu gênantes, on va dire. Dans la scène, le mot sexe, les tantes n'osent pas le prononcer, elles l'épellent. Alors, elles disent S-I-X, mais Sabrina, elle a 16 ans, il n'y a pas besoin d'épeler le mot. Mais du coup, c'est très marrant ça. Et on voit clairement le parallèle entre les conseils pour les rituels magiques, pour améliorer ses pouvoirs, et les conseils pour sa vie sexuelle. Et du coup, à la fin de cette discussion, la tante Zelda donne à Sabrina un espèce de gros manoir qui fait penser un peu au livre des ombres comme dans Charmed. Donc on se dit, est-ce que c'est peut-être un rituel, on va dire un livre des sortilèges pour qu'elle améliore ses pouvoirs de sorcière. Mais vu la tournure qu'a pris la discussion sur la sexualité, finalement, on se demande si c'est pas en fait une version sorcière du Kama Sutra. Bon, voilà. Du coup, ça fait vraiment une touche humoristique, mais qui montre bien quand même que ce passage à l'acte sexuel est extrêmement important. Et on retrouve du coup à ce niveau-là une filiation extrêmement claire avec une série de bandes dessinées françaises. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup, mais je voulais quand même le mentionner parce qu'il y a du positif et du négatif dedans. Mais on retrouve clairement
donc cette notion, ce parallèle entre passage à l'acte sexuel et libération des pouvoirs de la sorcière. Donc la série Mélusine est une série qui a été créée en 1995 par Clark et qui raconte les aventures de Mélusine, une jeune sorcière adolescente qui apprend à maîtriser ses pouvoirs dans une école de magie. Et le tome 21 de cette saga est entièrement dédié au fait que si elle veut accéder au plein pouvoir, elle doit avoir un rapport sexuel. Et je vous ai mis un petit extrait des discussions. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur l'image, c'est également Mélusine, c'est celle donc, qui est en vert, et la personne à côté, c'est sa tante. Donc, on a également toujours cette discussion, comme si c'était trop gênant de discuter avec ses parents, on discute toujours avec quelqu'un d'un peu plus éloigné, donc c'est sa tante, et qui essaye de lui expliquer que bon, ben voilà, il va falloir qu'elle ait un rapport sexuel si elle veut devenir une vraie sorcière, une sorcière accomplie. Et ce parallèle libérateur de l'acceptation de la sexualité, on le retrouve aussi dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina avec un autre personnage que Sabrina, cette fois avec Rosalinde. Donc c'est une amie de Sabrina qui, au début de la série, n'a pas particulièrement de pouvoir et finalement on se rend compte qu'elle commence à avoir des visions, donc elle a comme un don de vision. Et au début, elle est assez réticente. Et en fait, on assiste au fur et à mesure des épisodes. En parallèle, elle va construire sa relation avec son petit ami Harvey et son rapport à ce nouveau pouvoir. Et l'apogée de tout ça, c'est que en même temps qu'elle accepte son don et donc qu'elle en prend totalement possession, elle perd sa virginité avec Harvey. Et du coup, là, on voit encore le parallèle donc, de la sexualité libérée de la figure de la sorcière, qui est une vraie clé pour avoir les pleins pouvoirs. Et le lien avec la vraie vie chez les humains est facile à faire. On retrouve ce schéma actantiel dans la série avant-gardiste Buffy contre les vampires, avec la sorcière Willow, qui, au début, elle apprivoise, elle découvre dans une relation stable avec Oz, donc une relation hétérosexuelle. Et du coup, c'est la phase où elle découvre ses pouvoirs. Mais quand elle découvre ou qu'elle accepte sa bisexualité et qu'elle se met dans une relation avec Tara, c'est là qu'elle a vraiment l'éclatement de son pouvoir qui grandit énormément. Mais ça reste quand même un petit peu ambigu parce que dans la série, bien sûr, elle devient plus puissante en acceptant son homosexualité, mais à la fin, elle finit par devenir maléfique. On parle de Dark Willow lorsqu'elle perd sa bien-aimée. On retrouve aussi dans la série des Nouvelles Aventures de Sabrina une relation ambiguë sur l'homosexualité du personnage, de Sabrina. Et j'insiste là-dessus. Là, je m'intéresse pour le moment qu'au personnage de Sabrina, parce qu'il y aura une autre relation homosexuelle dans la série qui est montrée très différemment. Du coup, il faut qu'on fasse un petit aparté sur un choix visuel de la série, qui est celui de l'intericonicité avec le petit chaperon rouge dont on a parlé tout à l'heure. Dès le début de la série, ça c'est dans l'épisode 1, l'image qui est à gauche ça est issue de l'épisode 1, on voit Sabrina qui traverse les bois pour aller vers son destin de sorcière. Et elle porte donc cette espèce de veste rouge, de cape rouge. Et donc, elle rappelle très clairement le petit chaperon rouge. Et donc, elle traverse les bois qui sont, on en a parlé juste avant, de considérés comme le lieu du changement, du passage, donc que ce soit le passage vers sa vie de sorcière ou le passage vers l'âge adulte, d'accord? Est-ce que c'est un présage, comme c'est par le passage des bois, comme l'entrée dans la sorcellerie, qu'elle va découvrir également sa sexualité? C'est quelque chose qui m'avait vraiment intéressée. Et quand j'ai vu l'épisode 14, donc on revient sur l'épisode 14, celui des Lupercales, l'espèce de Saint-Valentin, je vous avais dit que Sabrina, elle a décidé de faire la chasse avec Nick et d'avoir un rapport hétérosexuel avec lui. Et finalement, dans l'épisode, elle n'y arrive pas. Et pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? C'est parce qu'elle se retrouve bloquée, entre guillemets, dans le bois, donc dans ce passage transitionnel. Et comme le petit chaperon rouge qui va rencontrer le loup, elle rencontre aussi un personnage lupin, mais c'est ça qui est très intéressant et qui m'a séduite au départ. Elle rencontre une louve, donc personnage féminin. Et du coup, si on reste dans la même symbolique que précédemment, on pourrait vraiment y voir une attirance peut-être inconsciente, sexuelle pour les femmes. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi pendant tellement d'épisodes, il ne se passe jamais rien avec les garçons pour Sabrina. Au début, elle ne passe jamais à l'acte avec les hommes. Quand on voit la scène dont l'image que je vous mets est extraite, il y a des plans très très rapprochés.
La gestuelle de la louve est extrêmement sexuelle. Elle caresse le visage de Sabrina très lentement. On entend Sabrina respirer d'une manière très forte. Et voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça fait penser à une relation d'attirance, ou en tout cas très sexuelle. En plus, quand elle se parle, elle dit « c'est naturel. Nous allons trouver une solution ensemble ». Donc, on pourrait y voir une vraie métaphore de l'apprivoisement d'une possible homosexualité. Et j'étais vraiment inspirée par ça. Et j'ai trouvé, je dois vous dire, vraiment dommage que finalement, quand on creuse un peu, déjà, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vision de l'homosexualité pour le personnage de Sabrina est associée au loup. Le loup, c'est quand même une menace, une connotation négative, c'est une menace, c'est un danger duquel il faut s'éloigner dans le conte. Et ensuite, la déception, j'avoue, a continué parce que dans la série, il y a un moment, donc spoil alerte, hein, il y a un moment, Sabrina se retrouve en quelque sorte dédoublée. Elle a deux Sabrina. Un personnage de Sabrina qui va prendre le rôle de reine des enfers, qui va donc aller dans les enfers. Et ce personnage-là, dans les enfers, développe une vie sexuelle, une vie hétérosexuelle même, totalement épanouie, avec son petit copain, qui deviendra son mari. Alors déjà, première chose qui est un peu dommage, c'est de se dire que quand enfin Sabrina, une part de Sabrina, a une vie sexuelle, c'est quand elle est aux enfers. Donc c'est quand même connoté comme quelque chose d'assez négatif, pervers ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est plutôt négatif. Alors que la Sabrina qui reste sur Terre, elle n'a toujours pas de vie sexuelle. Première déception. Deuxième déception, on aurait pu se dire que Netflix aurait pu en profiter pour séparer, pour proposer une nouvelle identité sexuelle de Sabrina. Sabrina terrienne, elle aurait pu être homosexuelle, bisexuelle, pansexuelle, asexuelle, mais elle aurait pu être plein de choses. Et cette opposition avec la Sabrina, l'autre Sabrina, aurait pu permettre de montrer qu'on n'a pas forcément à avoir une identité sexuelle binaire. Et malheureusement, la série, elle ne part pas du tout là-dedans. Après beaucoup d'hésitation et beaucoup de tergiversation, Sabrina, elle finit par faire l'amour avec Nick et retourner dans un modèle hétéronormé classique. Et quand on creuse encore plus, toujours autour de Sabrina, il y a une autre chose qui est encore plus décevant, ou en tout cas dommage, on va dire, c'est qu'on aurait pu penser que la série allait présenter toutes les sexualités possibles pour une femme sans jugement. Enfin, moi, je l'avais espéré en tout cas. Et finalement, on découvre qu'il y a de nombreuses fois où Sabrina assiste à des scènes de rapports sexuels et qu'elle manifeste un véritable rejet envers ces scènes. Donc, par exemple, il y a une fois, elle arrive dans la chambre et elle tombe face à son cousin Ambrose, qui est avec Luc, Nick et les trois sœurs étranges, dans une relation sexuelle polygame consentie, et elle est clairement choquée. Une autre fois, elle tombe sur Nick, qui a un rapport sexuel avec deux démons. D'ailleurs, cette scène, elle rappelle énormément la scène dans la saison 4 de Buffy contre les vampires, quand Riley est avec deux vampires et que Buffy le découvre. Du coup, Sabrina, elle est choquée, elle est dégoûtée et elle désapprouve la vie sexuelle de Nick, vraiment. Donc, il apparaît clairement que autour du personnage de Sabrina, en tout cas, si la série, elle cherche à donner une vision libérée de la sexualité, enfin de la femme déjà par la lutte contre le patriarcat, mais ensuite de la sexualité féminine, elle semble difficilement arriver à présenter une agentivité féminine hors des codes moraux occidentaux classiques. Et lorsqu'elle le fait, lorsqu'elle montre des sorcières à la sexualité vraiment assumée et épanouie, ce sont toujours des sorcières plutôt négatives vis-à-vis de Sabrina. Ça va être les sœurs étranges, par exemple. Donc voilà, c'est ce qui est finalement un peu dommage dans la série. Et je vais quand même terminer, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très positive, par une note positive. Quand même, on retrouve le sourire grâce à un autre personnage que celui de Sabrina, qui permet à la série de s'inscrire dans une représentation transgressive de la sexualité féminine, en tout cas par rapport au discours majoritaire sur la féminité qu'on trouve dans les médias. C'est le personnage de Suzy Putnam, qui pousse vraiment la recherche de l'identité sexuelle féminine à son maximum et qui dépasse ce qu'on peut trouver, en tout cas à ma connaissance, dans les autres séries. Donc, on découvre au début, donc c'est l'image de gauche sur mon écran, enfin sur votre PowerPoint, Suzy Putnam, qui est une jeune adolescente, une amie de Sabrina, qui s'habille selon les codes sociétaux associés au genre féminin. Donc, elle a les cheveux un petit peu longs, elle met des robes, des cols, etc. Mais on le voit au début de la série, elle n'est pas vraiment à l'aise avec cette image d'elle-même. D'ailleurs, Giada Goracci l'a décrit, a proposé dans un de ses articles qu'elle est non-binaire comme personnage, qu'elle est au genre non conformiste, mais effectivement, au début de la série, elle se cherche.
Elle finit par comprendre au fil des épisodes qu'elle ne se sent pas femme, mais homme. Et plus important également, c'est qu'elle aime les hommes. Donc elle devient, à ma connaissance, le premier personnage transgenre homosexuel adolescent d'une série de fantasy pour adolescents et répond désormais au prénom de Théo. D'ailleurs, dans l'épisode 19, Théo, il nous dit une phrase emblématique, c'est « Je n'ai pas besoin de changer mon corps pour me sentir homme ». Donc c'est quelque chose dans la série de vraiment très novateur. Et le fait pour Théo d'assumer toutes ses découvertes identitaires et sexuelles, ça lui permet d'avoir une vie sexuelle épanouie et la série le montre très clairement avec son petit copain Robin. On sait qu'ils ont une vie sexuelle active et épanouie. En plus, il y a un dernier point très positif, c'est que Netflix a fait appel pour jouer le personnage de Suzy Théo à un acteur non-binaire qui s'appelle Lachlan Watson. Et il a donné ses avis pour faire de Théo un personnage non caricatural et authentique. Du coup, ça c'est quelque chose de très positif. Et ce qui donne encore plus de force, et je tire mon chapeau là-dessus à Netflix, c'est que dans la série des Nouvelles Aventures de Sabrina, Suzy Théo est le seul personnage féminin au début de la série à ne pas avoir de pouvoir. Et il n'en aura jamais dans la série. Et pourquoi c'est important ça? Parce que pour les potentiels détracteurs, ça évite de pouvoir dire « Ah oui, non, mais lui, c'est parce qu'il a des pouvoirs magiques, mais c'est pas réel, c'est pas réaliste, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. » Eh bien si, parce que Théo, il est le seul à être humain 100% du début à la fin. Et du coup, ça donne beaucoup plus de poids à son vécu, ça lui donne beaucoup plus de crédibilité et ça facilite l'identification d'éventuelles adolescentes qui vivraient la même chose. Et ça permet de l'aborder spontanément. Donc voilà, pour conclure, dans la série, tous les personnages, le positif, c'est quand même que tous les personnages féminins arrivent à construire leur vie sexuelle. Ils ont une vie sexuelle épanouie et en parallèle de ça, ils réussissent à sauver le monde. Donc, c'est vraiment l'épanouissement de cette vie sexuelle qui est la clé de leur réussite en tant que personne, mais également comme personnes investies dans leur société. Elles arrivent toutes à faire changer les mentalités, à lutter contre le patriarcat. D'ailleurs, on se rend compte au bout d'un moment que les sorcières du Coven refusent de prier Lucifer, elles arrêtent de prier Lucifer et elles se mettent à prier Lilith, qui est un symbole féminin très fort. Donc voilà, on retrouve très clairement, et ce sera le mot de la fin, une série qui présente des héroïnes qui assument leur sexualité et leur corporalité, ce qui leur permet de reconquérir leur force d'action et leur identité. Et donc, même si tout n'est pas parfait dans la série des aventures de Sabrina, elle a quand même le mérite d'oser aborder de manière franche et assumée les questions qui intéressent vraiment les adolescents et leur propose des modèles nombreux auxquels s'identifier. Voilà, merci beaucoup.